Une fillette de 3 ou 4 ans découverte morte horriblement mutilée sur l'autoroute A10 près de Blois. Les enquêteurs ont relevé de nombreuses traces de coups et de morsures. Peut-être d'ailleurs, certaines de ces morsures sont dues à une mâchoire humaine. Bonjour, elle s'appelait Inas Touloub. Elle avait tout juste 4 ans. Elle était l'avant-dernière d'une famille de 4 enfants. Une enfant martyre, brutalisée, cognée, brûlée au fer à repasser jusqu'à ce que mort s'en suive. Son corps a été déposé au bord d'une autoroute à l'été 1987. Pendant 30 ans, la petite fille est restée l'inconnue de l'A10, un des plus grands mystères criminels de ces dernières années. Malgré la course du temps, les enquêteurs, les juges, les procureurs ne sont jamais arrêtés leurs efforts. Ils se sont sans cesse relayés pour mettre un nom sur ce visage meurtri. Et ce dossier-là n'a jamais été refermé. Les investigations ont suivi, année après année, mois après mois, le cours des avancées scientifiques. La famille a fini par être retrouvée. Les parents sont aujourd'hui considérés comme les bourreaux de la petite Inas. Ils devraient être jugés à l'horizon 2024. Comment les enquêteurs ont-ils pu résoudre cette énigme criminelle? Qui sont cette mère et ce père accusés d'être des tortionnaires? Et qui était cette petite fille trop longtemps enterrée dans une tombe sans nom? Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire de l'inconnu de l'A10. À l'été 87, le corps d'une petite fille est découvert dans le Loir-et-Cher, abandonné le long d'une autoroute. Une petite victime anonyme, morte après avoir subi un épouvantable martyre. Mardi 11 août 1987, 15h10, 2 employés de la société Cofiroute s'affairent à défricher un talus en léger contrebas de l'autoroute A10, dans le sens Paris-Province, à la hauteur de la commune de Suèvre, à une vingtaine de minutes de Blois. Dans la poussière, un des employés aperçoit un tissu bleu au pied de la glissière. C'est une couverture, comme roulée en boule. Il y avait quelque chose de suspect à l'intérieur. J'ai fait le tour et j'ai aperçu l'horreur, va témoigner cet employé. Des pieds nus, des bouclettes qui dépassent. Il y a là le corps sans vie d'une enfant qui porte une robe de chambre à carreaux. Les premiers gendarmes qui arrivent sur les lieux sont choqués. La petite fille, également vêtue d'un maillot rayé rose, blanc et bleu et d'une culotte blanche, a été martyrisée. Le visage est tuméfié. Pas d'agression sexuelle, mais des traces de coups sur tout le corps. Des brûlures sur les fesses causées par un fer à repasser. Et encore des morsures faites par une bouche humaine. Morsures tellement nombreuses que les légistes vont penser à un possible acte d'anthropophagie. La victime est morte d'épuisement sous les coups. L'autopsie détecte des fractures anciennes, comme si la malheureuse, qui doit avoir entre 3 et 5 ans, était battue depuis la petite enfance. Elle n'est qu'une plaie de la tête aux pieds, indique alors Michel Saboureau, le procureur de Blois. Hormis ses vêtements, aucun moyen de l'identifier, ni bijoux, ni traces d'une opération chirurgicale. 9 septembre, la petite fille, placée dans un cercueil blanc, est enterrée dans le carré des enfants au cimetière de Suèvre. Aucun nom sur la tombe. Ici repose un ange, est-il écrit sur une plaque de faïence. À Blois, le jeune juge d'instruction Georges Domergue est le premier chargé de l'enquête. Tout comme les gendarmes, il est bien décidé à identifier la petite martyre. À la rentrée des classes, les 65 000 écoles maternelles françaises sont visitées pour savoir si une fillette absente pourrait correspondre au signalement de l'inconnu de l'A10. Les médecins, assistantes sociales sont sollicités. Pas moins de 10 000 vérifications opérées dans le seul secteur Orléans-Blois. Le visage de la victime retouché, les traces de coups effacés est épinglé dans toutes les mairies, bureaux de poste, gendarmerie, commissariat, avec cette inscription « Qui est-elle ?» Le juge a noté que la victime est de type méditerranéen. Il pourrait s'agir d'une enfant d'origine maghrébine. Le signalement est donc adressé aux autorités algériennes, marocaines, tunisiennes. Un laboratoire analyse quelques grains de sable dans une poche de la robe de chambre. Il pourrait correspondre au sol d'une commune voisine, mais c'est une fausse piste. Un témoignage retient l'attention. Michel Hamel, inspecteur commercial, roulait sur l'autoroute le 11 août 87 en milieu de journée. Il a vu une voiture blanche arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence, un véhicule 3 volumes, selon son expression, sans doute un break. Un homme grand, brun, chemise claire, semblait porter un paquet. À l'époque, ni téléphonie, ni vidéosurveillance. Impossible de remonter jusqu'à cette voiture.
Lundi 11 décembre 95, 8 ans après la découverte du corps, la juge Françoise Bessus, encadrée de gendarmes, est dans le cimetière de Suèvre pour l'exhumation de la petite fille. La juge attend beaucoup des nouvelles avancées d'une science récente, l'ADN. Mais selon le laboratoire, les os sont trop dégradés, impossible d'extraire l'ADN de la petite fille. En revanche, un génome mitochondrial transmis par la mère est prélevé, mais impossible de le comparer à qui que ce soit. Les experts confirment que la victime est d'origine d'Afrique du Nord, 2007, 20 ans après la découverte, et alors que la prescription menace, le patron de la section de recherche d'Orléans, le colonel Marc de Tarlet, parvient à obtenir une nouvelle expertise ADN. Cette fois, la couverture qui a enveloppé le corps donne 2 traces génétiques, une féminine, une masculine. Et toutes ces recherches qui pour l'heure n'aboutissent pas vont s'avérer des plus précieuses pour la suite. Sans elles, les investigations n'auraient jamais connu l'avancement qui va se préciser de longues années. Déjà 20 ans écoulés en 2007 pour savoir qui est cette petite fille. Les gendarmes, les juges, les procureurs qui se succèdent, eh bien, ils se transmettent ce dossier avec la promesse qu'ils vont se faire tous les uns les autres, que cette affaire soit élucidée. Bonjour Damien Delceni. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime avec nous. Vous êtes chef du service police-justice au Parisien aujourd'hui en France. Et ce matin, le Parisien sort un article très complet sur cette affaire, signé de Vincent Gautrono et Geoffroy Tomasovic, enfants martyrs de la 10. Les parents désormais soupçonnés d'actes de torture. C'est la dernière avancée de l'affaire et on va en parler de ces parents, évidemment, dans les chapitres qui suivent. Alors, Damien Delceni, il y a quelque chose d'incroyable dans cette histoire. Bon, déjà, cette enquête, elle va durer 30 ans, mais il y a cet acharnement des enquêteurs, des magistrats, parce que pour eux, il est impossible d'oublier le rapport effrayant qu'ont fait les légistes. Oui, et puis ça fait partie des affaires qui marquent tous les magistrats qui se sont succédés à l'instruction de ce dossier, tous les enquêteurs de la gendarmerie qui ont travaillé sur ce dossier. Il y a des fois dans des carrières comme ça des affaires plus ou moins importantes, et le dénominateur commun de celle-là, c'est qu'à chaque fois que moi j'ai rencontré ou les magistrats ou les gendarmes qui travaillaient sur ce dossier-là, ils étaient tous habités véritablement par la volonté absolue de ne jamais lâcher cette affaire. Pourtant, on a eu l'impression tous, à un moment donné, que tout avait été fait, que finalement il n'y avait plus rien à faire. Simplement, il y avait toujours cette petite lumière de se dire la chance qu'on n'a pas eue, parce qu'il faut toujours un peu de chance dans une enquête, la chance qu'on n'a pas eue pendant 10 ans, on va l'avoir. On va finir par l'avoir parce que tout le travail qui a été fait, et il est considérable, finira peut-être un jour par payer. Tous déterminés, parce que tous choqués, il faut bien le dire, par les rapports des légistes, les photos qu'ils ont vues tous défiler, ce visage martyrisé, et puis cette avalanche de coups, c'est invraisemblable. Il y a effectivement l'extraordinaire violence qui a été pratiquée sur cet enfant, et puis il y a aussi la façon dont on s'en débarrasse, parce qu'en fait on s'en débarrasse comme un animal. C'est ça. Et les gendarmes, quand ils arrivent sur ce bord d'autoroute, dans ce fossé, ils voient, au début d'ailleurs, les employés d'autoroute pensent que c'est un animal qui est dans le fossé, et ce côté vraiment, on jette quelqu'un, un être humain comme ça, en plein mois d'août pendant les vacances, on s'en débarrasse comme d'un animal, ça a toujours profondément marqué les enquêteurs. Et puis il y avait effectivement toutes les constatations médico-légales sur la certitude que cet enfant, elle avait non seulement été jetée là et morte là, mais surtout qu'elle avait subi probablement depuis sa naissance des sévices incroyable. On a parlé des brûlures, des morsures extrêmement profondes. Enfin, c'est un tableau qui est assez rare en réalité en matière criminelle. Rarissime, même pour une enfant battue, c'est rarissime. Et on va dire que cette petite fille, elle est morte d'épuisement. Elle est morte exsangue en fait, comme avait dit les elle est ni morte étranglée ou blessée, mais elle est morte d'épuisement. C'est une succession de mauvais traitements, de coups, de morsures, probablement aussi de mauvaise nutrition, de manque de soins, puisque c'est probablement une enfant qui a très peu vu. On a même pensé à un moment donné qu'elle n'avait pas d'existence légale, cette enfant. Elle avait peut-être jamais vu un médecin de sa vie, etc. Donc elle est morte exsangue, c'était le terme qui avait été employé à l'époque par les médecins. Elle est morte de douleur, elle est morte exsangue. Bonjour Georges Brognier. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste police-justice à TF1 et vous êtes auteur avec Adrien
Cadorel du livre L'inconnu de la 10, l'enquête, livre qui est paru aux éditions de la Manufacture des livres et qui reprend effectivement toute cette enquête qui est spectaculaire. Alors, Georges, il y a ce témoignage, il y a beaucoup de pistes, mais elles s'effilochent les unes après les autres, mais il y a ce témoignage qui est important, c'est celui de ce voyageur de commerce, monsieur Hamel, avec sa voiture. Lui, il voit un homme qui dépose un paquet, c'est vraiment le seul témoin direct de ce qui a pu se passer. C'est vrai, c'est le seul et unique témoin. On va se rendre compte bien plus tard que ce Michel Hamel, en fait, son témoignage vaut de l'or, si l'on peut dire, parce qu'il va s'avérer crucial, mais ça va arriver des dizaines d'années plus tard, mais il est bien le seul à avoir vu quelque chose ce jour-là. Alors les gendarmes, pendant des années, ils vont toutefois recueillir des témoignages, mais alors bien souvent farfelus, de gens qui pensent avoir vu des choses, souvent pour bien faire, dans l'espoir que cette enquête soit résolue et qu'on sache qui a tué cette petite fille qui est alors inconnue et qui n'a pas de nom. Mais en fait, ce sont, comme vous l'avez dit, autant de mauvaises pistes qui vont très souvent d'ailleurs faire perdre du temps aux gendarmes plus qu'autre chose. Alors Georges, il faut ajouter quelque chose, c'est que à l'époque, on se dit aujourd'hui, mais pourquoi on n'a rien vu, on peut rien repérer, etc. Mais à l'époque, il n'y a pas de téléphonie, donc on peut pas faire de recoupement téléphonique. Il y a très peu de vidéosurveillance. Et évidemment, l'ADN, il est dans les limbes. On n'en parle même pas au tout début de cette affaire. Et cette enquête, elle est exceptionnelle parce qu'elle va aussi suivre le fil finalement des avancées scientifiques. Exactement. D'ailleurs, tous les gendarmes et tous les magistrats, moi, que j'ai pu rencontrer dans le cadre de l'écriture de ce livre, le disent tous. C'est une enquête qui, si elle se déroulait en 2023, aurait pu être résolue peut-être en quelques jours, en quelques semaines tout au plus. Vous l'avez dit, on est dans une autre époque. Pas de caméra de surveillance sur l'autoroute, pas de caméra non plus au péage, pas de paiement par carte bancaire, pas de téléphonie. Il n'y a strictement rien. On a estimé ce jour-là, ce 11 août 87, qu'à peu près 15 à 20 000 voitures avaient emprunté l'autoroute A10 à peu de choses près dans cette fourchette horaire du début, milieu d'après-midi. Et c'est vrai qu'en fait, pendant 30 ans d'investigation, on va voir à quel point la science va faire des avancées et à quel point les gendarmes, les magistrats vont s'en servir pour petit à petit tirer des fils et finir par résoudre cette enquête. Et la génétique va finir par parler, orienter enfin les enquêteurs sur une piste solide. Lundi 24 septembre 2012, 25 ans après la découverte du corps de la petite fille martyre, la procureure de Blois, Dominique Puechmaille, lance un nouvel appel à témoins. Une nouvelle photo du visage retouché et adouci de la victime est diffusée dans la presse. Toutes les recherches se sont jusque-là heurtées au silence. Malgré les années, la procureure indique « On compte toujours sur un remords d'un membre de la famille », dit-elle, un dossier n'est jamais clos, mais l'appel reste sans écho. 5 nouvelles années s'écoulent jusqu'au 27 avril 2017. Les enquêteurs reçoivent une bonne nouvelle. Une trace ADN, l'empreinte masculine relevée sur la couverture bleue qui enveloppait la victime, match avec le fichier des empreintes génétiques, le FNAEG. L'ADN est celui d'un certain Anouar T. Condamné à 6 mois de prison pour violence en 2016, il tenait un fast-food à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, et s'était disputé avec un client. Le problème, c'est que Anouar T ne peut pas être le meurtrier, car il n'avait que 3 ans au moment des faits. Les biologistes sont formels, il est le frère de l'inconnu de la 10. Pas question de se précipiter ou d'interroger tout de suite l'individu identifié grâce à l'ADN. Les gendarmes veulent être sûrs d'avoir affaire à la bonne famille. Les vérifications vont donc durer plusieurs mois. Mardi 12 juin 2018, 6h du matin, les gendarmes frappent à l'aube à la porte d'un pavillon à Villers-Cotterêts. Ils interpellent ici Halima El Bakhti, 64 ans. Au même moment, une autre équipe se présente à celle d'un appartement de Villetaneuse. L'ancien mari, Ahmed Touloub, 66 ans, est embarqué. Le couple, séparé depuis 8 ans, est en garde à vue. La femme dit ne pas comprendre ce qui se passe. Elle ne saisit pas les questions à propos d'une de ses filles qui aurait disparu. Chez elle, glissées dans un livre de prières, ont été découvertes des photos de ses enfants. Sur l'une d'elles, le visage d'une fillette aux cheveux frisés, visage qui ressemble fortement à celui de l'inconnu de l'A10. En garde à vue, la mère indique que
c'est bien l'une de ses filles, et qu'elle se prénomme Inas, mais elle n'a pas du tout disparu, affirme-t-elle. Elle est au Maroc, elle vit là-bas. Les gendarmes questionnent Halima El Bakhti sur les coups infligés à la petite fille. La mère indique qu'elle ne lui a jamais fait de mal, puis explique que Inas est morte lors d'un voyage en voiture. C'est son mari qui aurait décidé de se débarrasser du corps. Ahmed Touloub est beaucoup plus coopératif. Quand il a vu débarquer les gendarmes, il s'est dit soulagé. « Je me suis comporté comme un lâche, comme un bon à rien. Cela fait 31 ans que j'attends votre venue », déclare-t-il d'emblée, selon les propos rapportés par le journal Le Figaro. Ahmed Touloub raconte qu'en août 87, il est rentré chez lui, il a trouvé sa petite fille sans vie. Son épouse lui aurait affirmé qu'elle était tombée dans l'escalier. Il ne l'a pas cru. Le corps a ensuite été transporté dans la BX Break Blanche, loin de la région parisienne où vivait à l'époque la famille, et on l'a déposé sur l'autoroute. 14 juin 2018, après 48 heures de garde à vue et les premiers aveux, le procureur de Blois, Frédéric Chevalier, et le colonel Thomas Andreu, commandant de la section de recherche de la gendarmerie d'Orléans, se félicitent que l'inconnu de la 10 ait désormais en nom Inas Touloub et un âge précis, 4 ans, 1 mois et 8 jours. L'évolution de l'enquête a été longue, mais le temps n'a jamais joué contre nous. Les enquêteurs ont toujours pensé que l'affaire serait élucidée, assure le procureur. Et voilà donc l'inconnu identifié, les parents écroués pour meurtre et violence volontaire, mais l'enquête est loin d'être terminée. Il va désormais revenir au juge d'instruction le soin d'entendre les mises en examen. Le scénario de la mort de la petite fille va alors apparaître, on l'espère, beaucoup plus clairement. Damien Delceni, chef du service police-justice au journal Le Parisien, journaliste, vous connaissez parfaitement cette affaire. Alors, il faut le répéter parce que c'est important dans cette histoire. Il y a la détermination des enquêteurs, vous nous avez déjà parlé. La procureure de Blois, elle va dire quelque chose qui est frappant parce que souvent on ferme les dossiers très vite. Là, elle va dire un dossier n'est jamais clos. C'est dire la hargne qu'il y a à trouver. Oui, et ils ont constamment relancé les investigations pour éviter justement les délais de prescription, pour éviter que le dossier se referme. Ils ont toujours fait vivre le dossier, parfois avec des détails de procédure ou parfois en demandant des expertises pas forcément définitives, mais en tout cas c'était un moyen pour eux de ne jamais mettre ce dossier au fond d'un tiroir, aux archives, en disant on verra un jour. C'était toujours de le faire vivre en fait. Il y a ce fil rouge, évidemment, c'est l'ADN. Alors aujourd'hui c'est un peu la tarte à la crème, l'ADN, hein. Ça permet effectivement de sortir beaucoup d'affaires, mais là sans l'ADN on peut pas trouver. Non. Et il n'y avait pas d'aveu, donc on n'allait pas trouver. Non, et puis l'ADN, il a surtout permis de commencer à dévoiler le mystère, c'est-à-dire il a mis un nom. Et on le dit depuis le début, mais l'obstacle principal de ce dossier au départ, c'est qu'on ne sait pas où chercher. On ne sait pas où chercher, on n'a pas d'identité, on sait juste que c'est une petite fille, mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas dans quelle région il faut chercher, on ne sait pas même pas dans quel pays il faut chercher à un moment donné. À partir du moment où, grâce à cet ADN, on a un nom, on a une filiation, c'est-à-dire qu'on sait que c'est son frère qui a probablement laissé une trace ADN sur cette couverture. Après, évidemment, tout le reste s'enchaîne et on peut travailler et on peut se rapprocher, on peut investiguer autour, on peut commencer à voir un peu quel était l'environnement de cette famille, où elle vivait, où tout ça s'est produit, où tout le monde a grandi. Et c'était effectivement cette année d'enquête qui a été très riche entre le moment où on découvre le nom de cette petite fille et le moment où on arrête ses parents. Elle a été évidemment cette année consacrée à ça, c'est-à-dire à essayer de comprendre dans quel milieu on évoluait, comment cette petite fille elle a fini dans ce fossé, qu'est-ce qui s'est passé dans ce huis clos familial, mais je pense qu'on y reviendra parce que c'est une des clés de ce dossier, c'est cette espèce d'omerta terrible qui a fait vivre cette famille pendant 30 ans, avec à la fois évidemment des parents qui savaient, mais aussi un certain nombre d'enfants. Ils étaient assez nombreux, les enfants. Certains n'étaient pas nés à l'époque où Inas a été tuée, d'autres étaient nés, et d'autres ont gardé quand même très longtemps le souvenir d'avoir eu une sœur et de ne plus en avoir eu du jour au lendemain. C'est ça, qui a disparu du jour au lendemain. Évidemment, ils étaient à l'époque très petits. Donc ils étaient sans doute endormis dans cette voiture quand le corps a été déposé au pied de cette glissière d'autoroute. Et donc il va falloir reconstituer tout ça. Georges Brognier, journaliste police-justice à TF1, vous avez signé un livre sur cette affaire avec Adrien Cadorel. Alors qu'est-ce qu'on sait de la petite Inas ? On sait qu'elle a été élevée au Maroc par ce couple, Halima El Bakhti et Ahmed Touloub, et puis par une grand-mère. Tout ça est assez un peu confus au début.
Oui, c'est ça. Les gendarmes vont mettre du temps à comprendre exactement l'histoire de cette petite fille parce que ils sont obligés de s'appuyer sur les propos des parents qui sont parfois un peu confus, hésitants, avec une mémoire qui est souvent jugée assez sélective. Et puis alors les gendarmes vont être obligés du coup de fouiller dans les documents administratifs de l'époque. Et c'est comme ça d'ailleurs en fait que on va tout d'un coup comprendre un petit peu qui est cette petite Inas dans la fratrie, dans cette famille Touloub, parce que les gendarmes vont finir par retrouver au cours de leur enquête un document clé qui se résume en une petite feuille de papier lors d'une inspection de la préfecture des Hauts-de-Seine. On est alors un petit peu avant le meurtre d'Inas et les gendarmes de la section de recherche d'Orléans vont mettre la main sur ce document et on voit que la famille Touloub, que les parents Touloub ont eu au total 7 enfants, et pas 6 comme ils le déclarent, 7 enfants, et que un de ces enfants manque à l'appel, et c'est là qu'on va comprendre qu'il s'agit de la petite Inas, qui en effet est née au Maroc, puis est revenue en France, et c'est là que son martyre a commencé pendant des années entières, vraisemblablement, elle prétend le contraire, bien évidemment, mais vraisemblablement frappée des années entières par sa mère, même si elle s'en défend à l'heure actuelle. Oui, tout à fait. Ça, c'est effectivement l'instruction est terminée, mais l'affaire est en cours. Et effectivement, il faudra voir effectivement à la sortie et ce procès ce qu'il pourra apporter. Georges Brognier, le mari, c'est Ahmed Touloub, le papa de cette petite fille. Alors lui, il n'a pas du tout la même attitude que son ex-épouse. Il est soulagé, il a du remords. En tout cas, c'est ce qu'il déclare. Oui, c'est ce qu'il déclare en effet dès que les gendarmes frappent à sa porte en juin 2018. Il se dit soulagé, il reconnaît qu'il a été lâche, qu'il aurait dû depuis bien longtemps dénoncer les faits, qu'il n'a jamais osé le faire. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'évidemment, il avait peur d'aller en prison, peur de voir sa famille éclater, peur de perdre de vue ses enfants. Il dit aussi qu'il avait très peur de sa femme, qui était, d'après lui, extrêmement violente à son égard. Tout un tas de raisons qui l'ont poussé, ce jour d'ailleurs d'août 1987, quelques heures avant de prendre la route direction le Maroc avec le petit corps d'Inas dans leurs bras, dans la voiture, ça l'a poussé à faire demi-tour parce qu'il avait commencé, d'après ses propos, à se diriger vers le commissariat en disant je vais aller dénoncer ce qui s'est passé, je vais alerter la police. Et puis finalement il dit qu'en pleine nuit il a eu toutes ces craintes dont je vous parlais et il a fait demi-tour et il est revenu chez lui et c'est là qu'a commencé cette omerta qui va durer au total 30 ans. Le père et la mère vont désormais éclairer, chacun à leur façon, les dernières heures de la petite martyre. Le juge d'instruction de Blois, Denis d'Ambassens, entend à plusieurs reprises les parents d'Inas. Le père répète que la veille de la découverte du corps, il a trouvé la petite fille inerte sur le canapé de l'appartement de Puteaux. Il ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais soupçonne son épouse d'avoir volontairement donné la mort à l'enfant. Ahmed Touloub parle d'une mauvaise journée. Il regrette de ne pas avoir alerté à l'époque le commissariat. Au contraire, il a embarqué toute la famille dans la BX blanche, l'épouse, les 3 enfants et Inas enveloppée dans la couverture bleue, direction le sud de la France. Sa femme, Halima, lui aurait demandé de s'arrêter sur l'autoroute où elle aurait déposé la petite fille. Ils ont ensuite continué leur route jusqu'au Maroc après avoir traversé l'Espagne. Ils sont restés là-bas presque 1 mois, puis sont rentrés à Puteaux. Ahmed Touloub raconte qu'il était persuadé qu'on viendrait rapidement l'arrêter. Halima El Bakhti raconte aussi que chaque fois qu'elle voyait apparaître le visage de sa fille à la télévision, elle était sûre que la police allait frapper à sa porte. Devant le juge d'Ambassens, la mère de famille a tout d'abord dit avoir été sévère avec sa fille. « Je ne me rappelle que des gifles, pas du reste. Moi, mes enfants, je les aime », a-t-elle un jour déclaré. Réentendue, elle va se montrer plus formelle. « Quand je tape, je deviens une autre. Je ne me reconnais pas moi-même, je ne comprends rien. Je l'aimais quand elle est née. » Les époux séparés ne vont cesser de se rejeter l'un sur l'autre la responsabilité de la tragédie concernant les morsures infligées à Inas. Les expertises dentaires ont mis hors de cause Ahmed, mais n'incriminent pas non plus Halima. À propos du fer à repasser, la maman explique que sa fille a pu tout simplement tomber dessus.
Et voilà donc ce que disent les parents. Georges Brenier, journaliste, auteur avec Adrien Cadorel du livre L'inconnu de la 10, l'enquête, qui est paru à la Manufacture des livres. Ses parents, le papa, la maman, ils se renvoient tous les deux la balle. Oui, exactement. C'est vrai qu'ils n'ont pas du tout la même version en garde à vue et devant le juge. Ahmed Touloub, le père d'Inas, tout de suite joue carte sur table, il cherche pas du tout à mentir, il donne sa version avec tous les regrets qui sont les siens. Il se dit en tout cas, lui, très lâche, on l'a dit, mais totalement étranger aux coups portés à Inas. Il reconnaît qu'il a fermé les yeux, qu'il a manqué de courage, mais en tout cas, il se défend totalement d'avoir infligé la moindre blessure, encore moins un coup mortel à sa propre fille. Et de l'autre côté, vous le disiez, Halima El Bakhti, en garde à vue, elle a une toute autre attitude, elle est très vindicative, elle ne sait pas du tout de quoi on lui parle au début, elle prétend que Inas est maintenant mariée, à 3 enfants et vit au Maroc, et puis quand petit à petit la mémoire lui revient, c'est vrai qu'elle, d'après les enquêteurs en tout cas, elle minimise beaucoup les coups portés. Mais elle va reconnaître quand même qu'elle est impulsive, Georges. Oui. À un moment donné, elle va dire, bah oui, moi il m'arrive de taper. Finalement, elle va finir par le reconnaître. Elle finit par le reconnaître. C'est quelque peu laborieux, ça prend du temps, mais elle finit par le reconnaître. En revanche, elle dément totalement avoir voulu tuer Inas, ne pas comprendre comment sa propre fille a pu mourir. Elle parle en effet de quelques gifles, de quelques claques, de fessées, mais ça s'arrête là. Elle dément totalement. En revanche, avoir mordu, avoir donné de violents coups à la petite Inas. Damien Delceni, journaliste au Parisien aujourd'hui en France. Alors on est dans ce huis clos que vous avez commencé à décrire dans le chapitre précédent de l'heure du crime. Les autres enfants, parce que vous avez dit, il y a plusieurs enfants qui sont là. Ils étaient trop petits, ils n'ont rien vu, qu'est-ce qu'ils racontent? Alors dans les auditions qui ont été faites, puisqu'ils ont évidemment été entendus, y compris ceux qui n'étaient d'ailleurs pas nés à l'époque du décès d'Inas, il y a quand même, je crois que c'est une sœur qui le dit devant les enquêteurs quand elle a entendu, elle se souvient de cette fameuse nuit, parce qu'elle dit, il y avait une atmosphère de drame dans l'appartement, c'est ses souvenirs d'enfants, c'est ses souvenirs d'enfants de cette nuit, et puis quand même, c'est des enfants qui montent dans la voiture, alors à des âges très différents. Il y avait d'ailleurs un nouveau-né, parce qu'elle venait d'accoucher d'un autre enfant, Halima, donc il y avait un nouveau-né et des enfants qui étaient assez jeunes dans la voiture, mais enfin, ces enfants, ils grimpent dans une voiture, et quand ils se réveillent dans la voiture, il manque quelqu'un. Alors certes, ce sont des petits-enfants, mais ils ont quand même le souvenir que il s'est passé quelque chose cette nuit-là. Simplement, c'est installé ensuite dans la famille un mensonge étayé. On a expliqué à ces enfants que leur petite sœur était repartie vers le Maroc parce qu'elle avait des problèmes de santé, que c'était mieux qu'elle reparte au Maroc. Et en fait, après, on a refermé le couvercle de ce terrible secret familial. Simplement, il y a quand même des enfants qui se souviennent qu'au fil des années, en grandissant, en devenant adolescents, ils ont finalement fini par poser des questions sur cette fameuse sœur qu'on ne voyait plus, qui était soi-disant au Maroc. Et il y a ceux qui avaient le souvenir de ça se disent quand même que quand ils en ont parlé avec leur père pleurait à chaque fois que le sujet était abordé. Donc, les enfants savaient qu'il s'était passé quelque chose, ils avaient des intuitions, des souvenirs, sans doute des flashs de ce qui s'était passé cette nuit-là, mais rien de précis, et surtout, je pense, cette culture absolue de ce mensonge et de ce silence. Des enfants qui vont à nouveau être entendus et parfois placer leur mère en mauvaise posture. 25 novembre 2022, le juge d'instruction Denis Dabancins décide de renvoyer Halima El Bakhti, 68 ans, et Ahmed Touloub, 70 ans, devant la cour d'assises pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner pour la mère et complicité pour le père, des faits punissables de 15 ans de réclusion. L'ancien procureur de la République de Blois, Frédéric Chevalier, avait lui demandé le renvoi sous le chef d'homicide volontaire aggravé pour la mère et complicité pour le père. La peine encourue n'est pas la même, c'est la perpétuité. Pour le procureur, il y a eu volonté de tuer, au regard, dit-il, des fractures, arrachements, traumatismes, brûlures et morsures, aussi nombreuses qu'intenses. Mort sans intention de la donner ou homicide volontaire, la cour d'appel va devoir trancher. Dans tous les cas, l'enquête semble majorer la responsabilité de la mère. La fille aînée de la fratrie a raconté ainsi au juge le parcours d'une femme en souffrance, souvent en crise. Cette même fille, âgée de 9 ans à l'époque des faits, raconte avoir vu sa mère mordre sa sœur Inas. Elle se souvient d'une petite fille
qui ne parlait pas beaucoup. Et on retrouve dans cette heure du crime Damien Delceni, chef du service police-justice au journal Le Parisien aujourd'hui en France, journal avec lequel nous sommes aujourd'hui en partenariat pour raconter toute cette très longue enquête. Damien, les conclusions du procureur, elles sont redoutables. Alors lui, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de nuance. On a voulu tuer Inas. Voilà, alors ça peut paraître simplement des arguments juridiques, mais il y a un sens derrière tout ça. Le procureur, lui, il dit clairement, les parents, et notamment la mère, surtout en premier lieu, ont voulu tuer Inas et ils ont tout fait pour la tuer. Le juge d'instruction, il est sur une position un petit peu en dessous. Lui, il dit il y a eu des violences habituelles, des violences répétées, mais il n'y avait pas une intention chez les parents de tuer leur fille. Effectivement, vous l'avez rappelé, la peine est pas tout à fait la même. C'est pas non plus le même sens en termes de symbole, c'est-à-dire d'être envoyé pour un meurtre ou d'être envoyé pour des violences. Et là, la cour d'appel, elle vient de prendre un nouveau virage parce qu'elle estime que ce qu'on peut et ce qu'on doit viser aussi dans ce dossier, ce sont les actes de torture et de barbarie, qui permettent d'ailleurs, alors, on va pas faire un cours de droit, c'est pas le moment et c'est un peu compliqué, mais il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, notamment un problème de prescription, parce qu'il y a des choses qui peuvent être prescrites dans ce qu'on reproche, notamment au père, parce que toute la complexité en fait de ce dossier juridiquement, c'est de savoir qui a fait quoi exactement et sur quoi on peut les condamner. Effectivement, l'enquête a l'air de plutôt mettre la cible sur la maman, en tant qu'autrice des violences, de 99% des violences, mais le rôle du père est juridiquement compliqué, parce que est-ce qu'il a juste fermé les yeux? Est-ce qu'il a quand même contribué à ce que ces violences continuent, durent? Est-ce qu'il y a peut-être même participé? On parlait aussi de cette histoire de morsures, des traces de morsures qu'on a découvert sur le corps d'Inas. Il y a eu des expertises qui ont été faites sur la mâchoire qui avait pu causer cette morsure. Ce qui a toujours été très troublant, c'est que les expertises, elles disent que c'est une mâchoire d'adolescent ou d'enfant. C'est une petite mâchoire, ils disent. Donc c'est certainement pas la mâchoire du père, ça c'est sûr, mais c'est pas non plus la mâchoire de la maman. Donc il y a eu toujours un doute sur, mais est-ce que la maman a forcé une de sœurs à mordre sa propre sœur? Ça peut être imaginé quand on a les constatations et les expertises. Donc le vrai problème, pour résumer, c'est qu'à un moment donné, il faut que les juges, puis après évidemment le jury de cour d'assises, ils puissent se positionner pour dire qui a fait quoi, qui est responsable de quoi. Est-ce que le père doit être condamné pour une vraie complicité, ou est-ce qu'il a juste fermé les yeux comme il semble le dire depuis le début? Oui, et ça on le saura dans les semaines, les mois qui viennent, évidemment, ce qui va advenir de ce dossier. Georges Brognier, journaliste police-justice à TF1, vous connaissez parfaitement cette affaire. Alors on le disait avec Damien Delceni, les enfants, ils sont un peu coincés dans cette histoire, c'est-à-dire qu'ils sont témoins mais pas témoins non plus. Ils sont partie civile d'ailleurs dans le dossier, et ils n'accablent pas tous leur mère. Oui, exactement. C'est vrai que c'est toute la particularité. Encore une particularité d'ailleurs de ce dossier, c'est qu'ils sont partie civile, les 6 enfants Touloub. Et en effet, ils n'accablent pas ni leur mère ni leur père. Ils sont tous dans un état, depuis les arrestations de 2018, dans un état de sidération, de détresse. Je pense notamment aux 2 filles aînées qui avaient 6 et 9 ans au moment de la mort d'Inas. Et tous essayent de trouver des excuses, essayent de comprendre ce qui a pu se passer, ce qui a pu arriver, et aucun d'entre eux, évidemment, n'a envie de voir leur père, leur mère menottés, emmenés au tribunal et surtout emmenés en prison. Et ils sont donc dans une position qui est très difficile à tenir, et ce sera très intéressant de voir d'ailleurs leur attitude le jour du procès, qui devrait se dérouler peut-être dans quelques mois, et de voir quelle posture ils adoptent vis-à-vis de leurs parents. Un procès à venir que les anciens enquêteurs et magistrats veulent à la mémoire de la petite martyre. Le premier juge d'instruction chargé du dossier en 1987, Georges Domergue, n'a jamais cessé d'être habité par l'histoire de cet enfant qu'il a toujours appelé la petite martyre. Son souvenir m'a hanté toute ma vie. Elle est restée présente dans mon cœur, elle pousse jusqu'au paroxysme toutes les questions qu'on peut se poser sur la nature humaine, déclarait le juge au journal Libération en 2021. Au cimetière de Suèvre, là où la petite fille avait été enterrée en 1987, la tombe de l'inconnu de la 10 porte désormais une pierre tombale en marbre rose avec son seul prénom, Inas, sa date de naissance et celle de sa mort.
C'est un moment qui est d'autant plus important qu'on savait qu'il arriverait, parce que on avait tous les éléments qui nous permettaient de penser qu'on y arriverait. Simplement, la justice, elle a attendu pour une fois que la science se mette à sa disposition pour éclaircir et élucider ce crime. Et on le dit depuis le début de cette émission, c'est l'entêtement qui a fini par payer un dossier qui n'a jamais été refermé. En cela, c'est vraiment exceptionnel. Damien Delceni, on vous retrouve. On est en partenariat avec votre journal, Le Parisien aujourd'hui en France, dans cette émission. Alors vous avez dit que l'enquête, elle est terminée sans être vraiment terminée parce qu'on n'a pas toutes les clés du scénario qui a pu se passer autour d'Inas. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès aux assises, ce procès que tous les acteurs de l'histoire, et ça fait 30 ans qu'ils entendent ce procès? Alors, ce qu'on peut surtout espérer et souhaiter, c'est que ça traîne plus trop, parce que l'air de rien, ça fait quand même 5 ans maintenant que l'instruction a connu ce coup de théâtre absolu avec l'identification et l'interpellation des parents. Alors, le Covid est passé par là, ça n'a pas facilité les choses. Il se trouve qu'en plus maintenant, et la maman et le papa ne sont plus détenus, ce qui est important parce que ça rallonge un peu les délais de procès. Et effectivement, il faut qu'à un moment donné, il y ait cette audience. Parce qu'une audience, ça permet parfois de comprendre des choses, de dire des choses qu'on n'a pas forcément pu dire pendant l'enquête. Je pense aussi qu'il y aura inévitablement une confrontation à ce moment-là entre le père et la maman d'Inas, qui sera importante. Il y aura aussi les enfants dans la salle, et je pense que ça pèsera beaucoup, parce qu'il y aura ce poids que ce secret de famille finalement soit étalé, soit verbalisé. Donc il faut qu'il y ait cette audience, au-delà de la punition qui sera et de la peine qui sera prononcée derrière, mais il faut qu'il y ait cette audience en quelque sorte pour pour boucler la boucle, parce que cette enquête, elle mérite aussi maintenant d'aboutir sur un procès où les choses seront dites, où les gens pourront être confrontés à leurs mensonges, à leurs imprécisions, et je pense qu'il faut souhaiter que ça aille assez vite, parce que ce sont des gens qui sont âgés maintenant, qui en plus ont une santé qui est pas formidable, donc il faut espérer que ce procès il ait lieu avec des gens qui puissent répondre et soient en état de répondre aussi. Exactement. Est-ce qu'il y avait eu une reconstitution, Damien? Est-ce qu'on le sait? Parce que souvent il y a des évidemment. Alors ça a été envisagé, simplement je sais pas exactement si elle a eu lieu ou pas, mais ça a été envisagé, notamment pour, effectivement, il y a toujours un doute sur le moment en fait où elle est morte. On ne sait pas si elle est déjà morte quand elle monte dans cette voiture. La maman dit qu'elle est morte dans la voiture. La maman dit qu'elle est morte pendant le trajet. Le père a toujours laissé entendre que selon lui, elle était déjà morte quand la famille monte en voiture, et qu'effectivement ils prennent cette décision de la jeter dans le fossé du côté de Blois. Mais ça, on n'a pas d'éléments médicaux ou judiciaires pour le confirmer. Mais c'est aussi à ça que peut servir une audience, c'est-à-dire d'essayer d'amener au plus proche de la vérité. C'est ça. Et puis les assises sont un révélateur. Donc souvent, effectivement, il y a des paroles qui sont dites qui n'ont pas été dites lors de l'enquête. Georges Brognier, journaliste police-justice à TF1, 31 ans d'enquête. On aurait pu finalement oublier cette petite fille en se disant qu'après tout, voilà, c'est la vie, on ne saura jamais. Mais personne n'a jamais rien oublié. On écoutait le procureur qui dit c'est un moment important parce qu'on savait qu'un jour on allait y arriver. Oui, exactement. Alors, on le sait peu, mais au cours de ces 30 ans d'enquête, 2 juges d'instruction tout de même, 2 au total, ont estimé que il fallait s'arrêter et qu'on avait fait assez d'investigations et que de toute façon on n'arriverait pas à identifier cette petite fille et encore moins à retrouver ses assassins. Et donc à 2 reprises au total, l'enquête a été close. Ça a été bref parce que les gendarmes se sont battus derrière pour qu'on puisse mener de nouvelles investigations, parce que en effet tous les gendarmes et l'immense majorité des magistrats avaient dit on ne lâchera pas, on ne lâchera rien. Et finalement, ce procès, évidemment, qui va être crucial, qui va être très important. On verra quelle peine sera prononcée à l'issue de cette audience. Mais tous les acteurs de cette affaire, vous parliez beaucoup de Georges Domergue, le premier juge d'instruction, qui est aujourd'hui encore habité par cette enquête. Oui. Tous le disent. Finalement, la condamnation éventuelle importe peu. Oui. Aujourd'hui, ce qui compte, et ça désormais c'est fait, c'est que cette petite fille ait un nom, et qu'on ait retrouvé ses bourreaux, mais voilà, c'est vraiment ça qui comptait pour eux, c'est de se dire qu'aujourd'hui, elle est dans ce petit cimetière à Suèvre, et qu'il y a enfin un prénom gravé sur sa tombe.
Et ça, c'est sans doute évidemment le plus important, et c'est déjà une récompense pour les enquêteurs, les juges qui ont tenu bon dans cette affaire. Il faut quand même à nouveau les saluer aujourd'hui. Merci infiniment, Georges Brenier, Damien Delceni. Émission aujourd'hui réalisée en partenariat avec le journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Merci à l'équipe de l'émission. Rédaction en chef Justine Vignot, préparation Marie Bossard, Jonathan Griveaux à la réalisation.